à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va pas faire une très longue vidéo puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Un piège baissier, capitulation, on retrouve une forme de peur extrême, quelques petits plays, notamment trade contrarien qu'on a pu prendre, on a pas mal discuté dans le Discord hier. Plutôt intéressant, ce soir 19h. Bah soyez devant vos écrans puisqu'il y a la keynote d'Apple, je m'attends à un nouveau design, vous ? Point d'interrogation, honnêtement, et ça fait depuis l'iPhone 11 qui nous colle le même design. Si vous reprenez en fait dans le passé entre 2007 et l'iPhone 10, chaque année, ils changeaient le design. Alors oui, des fois, ils ont fait des petits retours en arrière, les bords ronds, les bords arrondis, puis on repart, on modifie un peu l'écran, la taille, le machin, le truc, le concept, le photophone, etc. Ça fait depuis l'iPhone 11 qui nous colle exactement le même design. Franchement, si vous êtes pro Apple, est-ce que ça vous plairait pas de dire « Ouais, t'as vraiment l'iPhone 15 ?» Parce que honnêtement, si vous avez dans la poche aujourd'hui un iPhone 11, un iPhone 12, un iPhone 13, un iPhone 14 ou un iPhone 15, honnêtement, on voit la différence ? Est-ce qu'on voit réellement la différence ? Hormis si vraiment on a les yeux sur les objectifs qui ont un petit peu modifié ou un petit peu grossi avec le temps. Bon, je m'attends à ça parce que il faudrait peut-être mettre à jour les machines pour être... ça reviendrait exactement au même. Qui nous colle en fait au niveau des bagnoles. Ça veut dire que vous avez une 206, et puis la 207 c'est la même tronche que la 206, et la 208 c'est la même tronche que la 206, et là, vous avez compris un peu l'histoire, il n'y a que Apple qui arrive à faire un truc pareil. Ils augmentent les prix, ils ne changent pas le design. Alors évidemment il y a du software et puis de la technologie embarquée et des nouveaux composants beaucoup plus performants. Mais voilà, ça pourrait éventuellement conditionner mon avis sur les perspectives de vente de l'iPhone 15, si oui ou non il y a un nouveau design. Je pense honnêtement que ce serait mieux. Mais j'ai bien l'impression que la prudence est de mise chez Apple. On parle de tout ça, mais pas d'Apple, je vais vous en parler, et on commence maintenant. Alors de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit le court, moyen, long terme, cryptoactif, marché traditionnel et même marché obligataire. Pourquoi pas, on pourrait éventuellement y voir quelques fractales. On va en parler très rapidement. J'en parlerai avec un peu plus en détail avec les académiciens à midi. D'ailleurs, en parlant d'académiciens, vous pouvez rejoindre l'Académie des rois du marché. N'hésitez pas, le lien sera dans la description. Si vous voulez passer à un niveau supérieur, on fait des lives quotidiens tous les midis sur le Discord des rois du marché, retransmis également sur YouTube si vous êtes en voiture, déjeuner, et si vous avez un petit temps de pause entre midi et deux, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en tant qu'académicien. Il reste encore quelques giveaways, notamment sur le vin. Honnêtement, il en reste pas beaucoup du tout, donc je pourrais pas vous le garantir. Peut-être jusqu'à la fin de la journée, pour le coup. Tout ce qui est Swissborg, etc. et giveaway, on le fera en fait de façon manuelle et on vous enverra directement un Google Form. Comme ça, on les traitera dès maintenant à partir de cette semaine avec Joseph pour vous envoyer vos giveaways. On va regarder ça cette semaine. Voilà, pas plus de choses à dire. On commence tout de suite avec Bitcoin, juste là. Bon, c'était chirurgical. On a ce magnifique support là des 25 000 $. Honnêtement, on a bien pensé que ça allait péter, mais s'il n'y a pas de news, s'il n'y a pas de prétexte, je ne vois pas comment ça pourrait en fait casser ce truc-là. J'ai beaucoup de mal, parce qu'il faut vraiment être costaud en fait pour le péter. Ça me fait penser un petit peu à 2019, si vous voulez, exactement là, en fait. Je suis clairement là, vous aviez une énorme résistance qui fait maintenant office de support, qui faisait office de support. Quand ça pétait, il fallait vraiment de la force. Alors ouais, le crack Covid, ça marche quoi. Vous pétez tout, un crack obligataire, plus d'action, plus rien, il y a tout le monde qui prend feu. Donc ouais, ça peut péter et avoir des liquidations en cascade. C'est très vite racheté, on parle ici en daily, mais c'est difficile en fait à péter. Vous voyez, même ici, c'est super dur à péter. Il y a des vrais remous haussiers, on va pas repartir en arrière, mais c'est à peu près la même schématique. Donc pour moi, il faudra un prétexte, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse, pour aller casser ce range. Actuellement, dans un range, borne de base, borne hausse. Et les range traders achètent la peur. Et effectivement, on a eu un petit peu peur hier, faut pas se mentir. Il y a le scalpes qui est remonté, pas moi qui le dis. Quelques capitulations d'ailleurs au niveau d'Ethereum, on le voit juste ici, des mouvements de capitulation de cold wallet, enfin d'anciens wallets. Donc bon, est-ce que ça veut dire que va avoir une espèce de retournement, etc. Personnellement, j'en ai pas la moindre idée, ça bouge un petit peu, mais c'est pas forcément de la vente, ceci étant dit. Ça peut être toute autre chose, mais voilà, ce sont des fractales qu'on peut retrouver par rapport à une forme d'anxiété, dépression, peut-être à l'aube d'une forme de panique, mais la panique doit être catalysée, obligatoirement. On parle d'ailleurs d'order flow, et pour vous dire à quel point c'est difficile d'acheter moins cher. Alors ouais, on va me dire que je suis père ma boule, mais en fait, j'essaye de me mettre à la place des bears. Honnêtement, je voulais faire une vidéo dédiée, je suis bear et qu'est-ce que je ferais si j'étais bear ? Mais si j'étais bear, je vous le résume en un mot, quoi. Putain, c'est galère d'aller chercher plus bas, quoi.
Vous avez des POC de liquidité, c'est racheté, les wedges, elles se mettent de suite dessus. Vous avez une forme d'ailleurs de capitulation très court terme ici, au niveau de tous les montants de capitaux. Et vous avez les big wedges qui reprennent tout. Plutôt asiatique et Asie d'ailleurs, hein, peut-être l'Inde, hein, qui a racheté du Bitcoin. Allez savoir, mais ça s'est fait vers 4 heures du matin. Honnêtement, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, c'est dur d'acheter moins cher, on le voit extrêmement bien d'ailleurs sur Trading Light. Je le prends aussi avec vous. Juste ici. Il y a des POC de liquidité, ici sur des Rebits, on vient même pas les chercher. Sérieux, c'est des stops complètement évidents là. Si on est sur l'exchange des Rebits, sur les perpétuels, on vient même pas chercher ce petit POC de liquidité. Il y en a un petit peu plus haut peut-être pour mieux nous ranger. Si vous prenez Coinbase, il y a des ordres, hein, qui sont positionnés. Honnêtement, ça peut être beaucoup plus rentable pour Coinbase, aller chercher beaucoup plus bas, de dégueuler des bitcoins pour aller exiter ces ordres, quoi. Au-dessus, on peut partir du principe qu'il n'y a plus rien. Généralement, il faut des choses, hein, quand même pour envoyer. Surtout des liquidations, c'est quand même plus intéressant. Mais pour en fait casser un range, il faut des vraies news catalysantes. Il faut vraiment quelque chose, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse, évidemment. Donc, pas plus de choses à dire, hein. Je reste complètement... en tout cas, je tente de rester cohérent, et on a toujours d'ailleurs des bloqueurs au niveau de nos options, aux alentours des 27 000 $ pour le 29 septembre. Donc, pour l'instant, ça ne bouge pas. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose sur les 35 000 que moi je ne sais pas? J'en ai pas la moindre idée, mais pour l'instant, je reste très rangy, puisque je ne le vois pas, donc c'est très difficile à jouer. Le seul truc qui est jouable, c'est d'aller acheter dans les bas de range et essayer de vendre dans les hauts de range. Vous n'avez pas vraiment d'autres choses à faire. D'ailleurs, en parlant de tout petit range, c'est plutôt intéressant de le voir, parce qu'on a quand même capturé pas mal de vendeurs à découvert ici. Pourquoi? Parce que vous avez un regain d'intérêt au niveau des open interest, vous voyez, juste là, réintérêt, et soutenu. Ça veut dire qu'on fait une réintégration du range précédent, plutôt bas de range ici, mais range précédent quand même, milieu de range précédent, et vous avez en fait un soutien au niveau des open interest, une décroissance et une toute petite dépréciation au niveau des ratios long short, et vous avez les CVD sur les contrats futurs qui reprennent un petit peu de poil de la bête. On vient liquider des boules, on vient liquider des bears, mais c'est plutôt intéressant de voir qu'il n'y a pas un effondrement au niveau des open interest. Je pense pas que ce soit pour maintenant, finalement, le grand crack d'aller chercher toute la liquidité si on n'a réellement pas de news catalysante par rapport à ça. Donc, range trader, éclatez-vous, j'ai envie de vous dire, et ceux qui prennent des petits trades contrariens, ça peut être sympa aussi. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme un piège baissier? Un bear trap? Non, je pense pas. Il y a des bear traps, ici un bull trap, ici un bull trap, ici un bear trap, donc c'est des petits time frames, d'accord, mais sinon sur des grosses time frames, pour moi on est rangy et je reste dans mes scénarios de flux, hein. Je reste complètement là-dedans. Pour moi, on ira péter au nord. Il n'y a pas de problème avec ça. Et ça va être difficile. Et je reste... c'est pas de la conviction, hein, mais je pense que ça va être très dur d'aller plus bas si on n'a réellement pas de news catalysante. Ou on ira tout doucement. Ça, c'est possible aussi. Ou s'il y a des boules qui sont beaucoup trop chauds. On vient bien chercher ce plat de Kijun ici sur Ichimoku Kinkoyo. On a eu un regain par rapport à une remise à jour, puisqu'on est passé sur les 26 périodes. Boum, c'est remonté d'un gros cran ici. Donc c'est juste formidable de l'observer. On prend la moyenne exactement entre ici et ici, plus haut et plus bas sommet sur les 26 dernières périodes. Généralement, le prix suit. Il faut le savoir, ça, hein. Généralement, le prix adore suivre en fait ce type de scénario. Donc on peut vraiment s'attendre à revenir au milieu du range au minimum. On vient chercher exactement la moyenne mobile 50 périodes en mensuel ici. Franchement, c'est clairement une moyenne mobile institutionnelle. À quel point c'est difficile à péter et il faut vraiment une force inouïe pour venir la casser. Et cette force inouïe, c'était d'avoir mis tout le monde du mauvais côté de la barrière. Et apparemment, la crise bancaire a été plutôt bénéfique par rapport à Bitcoin sur une forme d'illumination. Maintenant, honnêtement, ça va être difficile. D'ailleurs, en parlant de ça, généralement, dans ces formes de maturation ou de consolidation un peu à plat, même si c'est peut-être un petit peu biaisé parce qu'on a l'impression que c'est haussier pour le coup, mais on est quand même dans les ranges ici, on a tendance en fait à casser les nuages par la grande porte. Parce que si vous avez ici le nuage, même si c'est vers derrière, à partir du principe qu'on va finir par sortir du nuage et par le haut. Hein, c'est plutôt ce qu'on est en train de voir. Généralement, on passe par le haut et on passe par la grande porte. Hein, c'est rare qu'on vienne chercher, beaucoup plus bas. D'ailleurs, en parlant de plus bas, si vous prenez... Ethereum, on est exactement venu chercher cette SSA, c'est chirurgical. On tente de venir d'ailleurs clôturer ici, jusqu'à preuve du contraire, sur la moyenne mobile 50 périodes, mais on n'est que mardi, bien évidemment. C'est chirurgical. Honnêtement, Ichimoku Kinkoyo est plutôt bien utilisé ici, et ça fonctionne plutôt bien. Après, vous avez des bloqueurs, Plat Kingjun ici et Plat Tenkan juste en bas. Puis après, pourquoi pas aller chercher notre moyenne mobile 20 périodes, ce sera clairement le Graal ici. Hein. Enfin, franchement, je rachèterai à l'aveugle, même si j'ai déjà acheté à 1280, est-ce que je remets une position? Non, mais bon, ce serait un super play, c'est d'aller récupérer les 1300, 1280 $, ce serait juste formidable. Mais à quel point c'est difficile d'aller les chercher, parce que ça galère quand même, hein. Où sont les vendeurs? Mais alors qu'ils ont repris le momentum, on se paye même le luxe d'aller chercher un enfoncement de survente ici.
Bon, c'est formidable, moi je suis très content de l'observer. Bon, généralement on achète quand c'est en survente et on vend quand c'est en surachat. On prend des profits, des petits TP. Survente ici, on rentre dans un renforcement de survente. Dès qu'on y sort, c'est plutôt sympa, donc on y est sorti ici. Voilà, juste là, là, par là. On va chercher les petits pullbacks, zone de rechargement de vente, d'achat logique, juste là. Je ne mens pas. Hein. On vient chercher des zones, on cherche des zones et pas des prix. On s'en fiche des prix. On attend que le cours vienne à nous. Je pense que ça a marché, voilà, zone de rechargement de vente. Et on vient prendre des petits TP, potentiellement, si on vient chercher un surachat. Ça peut être intéressant et bon, je pense que beaucoup l'ont fait. Hein. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je pense qu'il y en a pas mal compris les TP là-dedans. On a retourné, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les péter derrière, hein, parce que vous avez une magnifique tas séance qui est en train de se mettre en place. Juste formidable. Pour l'instant, c'est de la prédictive. Je reste complètement dans mon scénario. Mais je ne vois pas en quoi ça pourrait réellement aller beaucoup plus bas, à quel point c'est difficile d'aller plus bas. Même si rien n'est joli en daily, regardons les grandes time frames, attendons bien sûr des clôtures. Des petites news qui sont super pertinentes. Juste là, je vous en fais 3. Ça va aller très vite. L'Inde mène la révolution des BRICS au cœur du G20. Je suis très heureux d'observer en fait que les Indiens ont mis en devant de la scène et ont essayé de porter. Alors ça a fait mucho, hein, ça a duré peut-être 4 minutes si vous voulez. Mais je trouve ça intéressant qu'ils se mettent en fer de lance, si vous voulez, parce que l'Inde en fait est considérée comme la deuxième Chine. L'essor chinois depuis les débuts des années 2000, qui a finalement surpris le monde entier et qui est devenu l'usine du monde, aujourd'hui dans une forme d'un manque de force, une forme peut-être de déclin, si vous voulez, par rapport à enfin, ou des inquiétudes. Alors, je ne vais pas dire déclin, c'est complètement faux, je vais dire des inquiétudes vis-à-vis de la capacité chinoise à faire remonter son marché intérieur. Et ben en fait, c'est l'Inde, aujourd'hui, qui se met vraiment devant de l'assiette pour dire « Mais moi, je suis tout de suite, je suis super ouvert, et d'ailleurs, on va le faire avec potentiellement de la crypto. » Pourquoi ? Pour la même raison. C'est toujours la même chose. C'est pas par ailleurs, c'est la raison. Elle aspire également à éradiquer l'évasion fiscale au sein de l'écosystème numérique. C'est clairement leur objectif. C'est plus de contrôle. Qui dit plus de contrôle, potentiellement moins de liberté. Qui dit moins de liberté, dit potentiellement plus de tout ce que vous voulez. Mais vous avez bien compris que, encore une fois, par rapport à ces technologies-là, qu'on envoie, nous, le verre à moitié plein, et eux, ils voient aussi leur verre à moitié plein, qui est pour nous considéré comme un verre à moitié vide. Parce que peut-être qu'on est en train de creuser notre tombe, à vouloir en fait nous coller des monnaies numériques de banque centrale ou des monnaies numériques tout court, d'État souverain, parce qu'on nous dit qu'au début c'est que pour, vous savez, c'est comme le port du masque, au début c'est juste un port du masque, et puis après c'est un peu plus que ça, et puis après c'est un confinement, mais non, vous inquiétez pas, après c'est une vaccination obligatoire, et puis après, bon, vous avez compris un peu l'idée, demain tout sera numérisé, tout sera tokenisé très probablement, donc oui, il y aura bien sûr des opportunités, mais peut-être au détriment d'une toute petite quote-part, qui a déjà bien été empiétée de nos propres libertés. Voilà, donc peut-être qu'on est en train aussi, à travers cette hype et ces convictions profondes que Bitcoin, qu'on peut avoir et qu'il ne faut absolument pas lâcher, bien évidemment, c'est aussi peut-être au prix d'une forme de liberté future. Donc c'est clair que ça va être de toute manière pris en grande considération. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Inde est un pays un petit peu à l'image de la Chine, peut avoir cet effet en fait d'aspiration, d'adoption, avec un effet Venturi qui pourrait propulser tout l'écosystème et l'adoption par le haut. Parce que honnêtement, c'est exactement ce qui s'est passé avec la Chine. Pour résumer en fait de façon extrêmement limpide ce qui s'est passé sur les 20 dernières années en Chine. C'est clairement ce qui pourrait en fait être entrevu en Inde. Et donc je suis très heureux de voir que l'Inde, plutôt crypto-friendly ici, essaye de parler et de discuter par rapport à ces nouvelles technologies et tokenisation des usages. Je trouve ça juste formidable. Ça aussi c'est super intéressant. Parce qu'on est bien potentiellement dans un petit marché haussier ici, puisque les plus gros groupes financiers de Corée du Sud s'associent avec Polygon Matic pour développer un réseau d'actifs tokenisés. On ne change pas de cheval, on reste toujours dans la même direction, donc on peut dire que c'est une magnifique news. Ça a été en grande pompe annoncé, on parle d'un truc, un demi-milliard de dollars. Matic, Polygon, qu'est-ce que ça a fait ? Ça n'a rien fait en fait, buy the rumor, sell the news, sell the news, et puis on était tellement mal que on est encore plus mal. Donc il n'y a plus aucun effet en fait par rapport à ces news-là. C'est un peu dommage, et on peut pas partir du principe que s'il y a des bonnes nouvelles qui font descendre le prix, c'est que c'est vraiment très très baissier l'histoire. Donc on va attendre un petit peu de réaction au niveau de Polygon Matic. Je ne sais pas ce que les gens cherchent à faire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de liquidation parce que beaucoup de hype, donc peut-être de personnes un tout petit peu trop exposées et un peu lourd sur ce marché. Donc le play parfait, d'ailleurs vous avez un play parfait ici sur un trade contrarien, et le meilleur point de liquidité il est clairement là. Logiquement on n'aurait jamais dû revenir chercher les 0,60. Moi je me suis pris un investissement là-dedans, c'est pas normal qu'on est venu chercher les 0,60, c'est vraiment bullish, il faut les tenir. On tient les supports et on casse des résistances. Là on a pété tous les supports quoi. Donc honnêtement,
Le prochain support, il est à 34 $. Il y aura un investissement 2 sur ce petit POC de liquidité. Et évidemment, les très très grosses sont très probablement positionnés là-dedans. Et je pense qu'ils vont probablement le défendre. C'est exactement ce qu'on a observé sur Bitcoin et sur Ethereum pour information. Précédemment, on est clairement sur ces zones-là. Donc, ça fait pas chambre à part, si vous voulez, au niveau de Matic Polygon. Pour moi, c'est une excellente zone d'entrée. Hein, pas de problème dans une classe éco. Je pense que d'ici 2 ans, on en rigolera de ce truc à 50 centimes. Beaucoup voient le train. Et en fait, le train est arrêté. Je me revois en fait en 2019-2020 à discuter sur les réseaux. À dire, mais en fait, on n'est pas en train de louper le train en fait. Le train, il est en train de nous attendre. Alors oui, on a l'impression que ça va tomber plus bas. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais c'est la réalité. La réalité, c'est qu'actuellement, le train est en gare. Mais ça fait pas 2 mois qu'il est en gare. Ça fait pas 3 mois. Ça va faire 2 ans qu'il est en gare, ce truc. Enfin, 1 an, un peu plus d'1 an qu'il est en gare. Alors, on pourra pas dire qu'on n'a pas eu le temps de monter dedans. Alors, je dis pas qu'il faut se surexposer. Et je dis juste que c'est clairement pas différent de ce qu'on avait vécu précédemment. Alors, on parle du bear market le plus long de l'histoire, etc. Non, Matic a eu un sacré bear market. Hein. Une magnifique consolidation qui a duré 644 jours avant instruction haussière. Donc, si on part du principe qu'il y a une forme de consolidation par rapport à un déplacement de valeur, donc on prend ce déplacement de valeur par rapport à ici, et on va chercher, pardon, hop, c'est pas ici que je voulais faire, juste ici, voilà, à l'origine, donc la cassure de la bougie rouge à l'origine de la hausse, donc c'est clairement là. Ah ouais, si, 800 jours, on peut partir de c'est parce que c'est le plus long bear market, et on va déplacer la valeur, et Matic Polygon, il va se retrouver beaucoup plus haut, donc on le regardera très probablement comme ça, si ça venait à être validé. L'OBV complètement croissant, on se paye le luxe en weekly d'aller chercher de l'enfoncement de survente ici. Ça n'arrive pas souvent. Historiquement, c'est arrivé 1 fois, 2 fois, ça n'a jamais été aussi bien. L'OBV complètement croissant, des divergences sur le momentum. Ma foi, on n'est quand même pas trop mal sur Polygon Matic. Dernière chose que je voulais vous dire, et on finira là-dessus. Ouais, une vidéo courte, précise et concise. J'ai juste là. BlackRock exporte ses ETF obligataires datés en Europe. Voilà, la trappe Nigo. Vous comprenez bien, hein, la preuve par la démonstration. Ça fait des mois qu'on nous bassine avec les obligations souveraines, les obligations corporate, les obligations tutti quanti. C'est le meilleur moment de prendre des obligations. Il n'y a pas meilleur moment. Alors, je vous le dis en toute franchise. Prendre des obligations sur les taux à 10 ans US, ou français, ou européens, ou je ne sais pas trop quoi. Il n'y a pas de problème. Vous avez votre capital de départ, vous prenez en fait votre bon, hein, 100 $. Alors, c'est pas 100 $, c'est des milliers de dollars, hein, si vous voulez directement les acheter. Et, enfin, il y a des plateformes qui le proposent, mais il faut avoir un certain capital. Donc, vous prenez, je vais dire une bêtise, 100 000 $, parce que ça, je sais que vous pouvez le faire. Vous êtes à 5% par an ou à 4,95 en fonction des taux directeurs, pourquoi pas US à 10 ans. Vous savez que vous avez en fait votre taux de 10% à 10 ans potentiellement réactualisé parce que en fait la plupart ce sont des taux variables, donc ou directement corrélés à l'inflation. Ça peut être aussi intéressant si vous pensez qu'il y aurait une surinflation. Il y a plein de produits comme ça qui existent, mais vous êtes garanti de récupérer vos 100 000 $ au terme. Eh oui, vous attendez le terme à 10 ans et vous êtes sûr de récupérer vos 100 000 $ plus vos rendements, vos tickets, vos coupons de rendement. Si vous utilisez des ETF obligataires, honnêtement, vous êtes au même niveau au risque des actions, puisque vous êtes directement corrélé à l'offre et la demande. Vous avez des coupons qui sont directement réinvestis dans l'ETF, qui essaient de reproduire tant bien que mal, et à quel point ils y arrivent bien, ceci étant dit, à reproduire la performance. Mais encore une fois, vous avez un risque de capital qui est quasi systématique. Il faut bien comprendre, et j'ai fait beaucoup de recherches dans ce sens-là, et peut-être vous allez me le dire, parce que je me trompe, hein, probablement, hein, mais à chaque fois que j'ai vu des ETF obligataires depuis les 15 dernières années ou 10 dernières années performer, c'est quand tout le monde ne s'y intéressait pas. Il y avait des taux plus bas, des taux négatifs, des taux machin, et vous regardez des taux obligataires, des ETF obligataires sur corporate, entreprise, etc. Vous êtes en croissance, et au moment où tout le monde parle des obligataires, tout s'effondre. Et on parle même de crack obligataire. Et on pense qu'on est dans le creux. J'ai quand même un petit doute. Et donc honnêtement, généralement, ils le font pas pour nous. Ce ne sont pas des anges, les mecs, là. Ils le font en fait pour sortir leur bague, très probablement. Ah oui, c'est une navigation des capitaux. Si vous sortez de la récession, s'il n'y a pas de récession, s'il n'y a pas de déflation, s'il n'y a pas de tout ça, bah vous allez en fait repartir et réallouer du capital dans des marchés plus à risque.
que du bon sens. Pourquoi? Parce que l'incertitude va baisser. Si l'incertitude baisse, automatiquement, votre risque peut augmenter, votre aversion au risque peut augmenter. C'est directement corrélé par rapport aux incertitudes et aux sentiments de marché. Si vous avez un sentiment extrêmement baissier, bah ouais, je trouve ça plutôt intéressant d'aller chercher des obliges, etc. Mais c'est peut-être un peu tard. Il fallait le prendre pendant le crack obligataire. Et d'ailleurs, même si on prend par rapport au crack obligataire, ça n'a rien fait depuis. J'ai regardé, c'est ridicule en fait. On peut prendre les Vanguard Total Bonds Market ETF, ça fait rien ce truc. Voilà, ça fait que dalle en fait. On est revenu sur des niveaux de 2008. C'est quoi ce truc quoi? Je comprends pas. Et si vous allez sur les ETF Bond US, Bond US, je sais plus ce que c'est. On va essayer de les trouver. Ah, non. X-Tracker ETF Market Bonds ETF US 10. Non, c'est pas ça. Ouais, je sais pas, je les trouve pas. Non, pas les returns. Je sais même plus où est-ce que c'est. XX, je l'ai pas. Ah, si, je vais peut-être aller dans les bons. Non, bon, j'en sais rien. Bon, bref, oui, obligation, c'est pas des bons. Et si je mets US dans les bons obligations. Ah bah oui, ETF, c'est mieux. Ok, est-ce qu'on les a ici? Est-ce qu'on va trouver des trucs? Pays, US? Non. ETF, on va tout mettre. Hein. Mais non, j'ai même pas des obligations ici. Bon, bah, c'est pas très grave, je trouve pas, c'est pas grave. Mais vous pouvez les regarder en fait au niveau des bons du trésor. C'est pas, ça perd 20%, ça perd 15% de partout. Return stacked. Ok, d'accord. J'y vais pas quoi. Alors il n'y a pas beaucoup de variations. Hein. C'est pas de la crypto-monnaie, mais bon, le truc il est sorti. Au bout de 6 mois, c'est parti. Déjà, le truc il a fait moins 20%, quoi. Et tout le monde parle des ETF actuellement, quoi. Donc, bon, bref. Vous regardez ça de votre côté. Dites-le moi dans les commentaires s'il y en a qui le maîtrisent. Et s'il y en a qui... Je parle uniquement des ETF obligataires. Hein. Que ce soit corporate ou que ce soit souverain. Honnêtement, je n'en ai jamais vu l'utilité. Alors, j'ai peut-être de très gros billets. Pourquoi? Parce que si vous prenez des ETF obligataires américains, européens, c'est qu'au fond, vous êtes à peu près certain qu'il ne va pas faire faillite, le machin. Bah oui, c'est que vous avez confiance en dollars, c'est que vous avez confiance dans la monnaie, dans une monnaie forte, et vous avez confiance dans un État et dans un État fort. Ah ouais. Donc finalement, non, j'ai pas trouvé mon compte, mais peut-être que vous trouvez votre compte. Et même si potentiellement ça m'intéressait, je ne vois pas du tout l'utilité d'avoir une réplication sur un ETF obligataire alors qu'on est directement soumis à une perte en capital. Je me dis, ben, faites-moi des obligations avec un ETF, mais qui me garantit mon coupon dans 10 ans, quoi. Au lieu de les réinvestir perpétuellement, à l'infini finalement. Voilà. Donc oui, un ETF ne fait qu'une seule chose. Il reproduit la performance. Et généralement, quand on a ce type de news, c'est surtout à la baisse, hein, qui éventuellement donne réplique sa performance. Dernière petite chose, je ne sais plus où est-ce que je l'avais vu, c'était où, c'était peut-être pas, voilà, c'était là, c'était juste formidable. C'est juste formidable. Je conclus là-dessus. Encore une fois, une forme de prédictive, mais peut-être qui permet de remettre les choses dans leur contexte. J'aime beaucoup ces para-range, vous les avez, CryptoCon, c'est assez con, on va dire plutôt con. C'est plutôt, je sais pas, je suis peut-être abonné à ce truc-là parce que j'en reçois plein et ça vient aussi dans le Discord des rois du marché. Bon, il fait un super travail, ça doit être un geekos, et je trouve ça sympa. Juste pour reprendre des tout petits bouts. Quand vous reprenez par rapport au craft de FTX, vous avez compris qu'on était parti chercher en dessous, on fait le petit file code et on vient chercher directement en bas. Mais vous avez vu, en fait, ces news catalysantes pour les traverser, pour les casser, ces machins-là. Vous voyez à quel point il faut vraiment des news pour les briser. Hein, c'est assez important. Dès lors, on va être exactement dans le même cas de figure. Ici, si on vient chercher les 20 155 $, comme il le parle, il faudrait une news extrêmement catalysante, mais quasiment à l'image de FTX. Et FTX, c'est pas des centaines de millions, c'est des milliards. Et au même titre que d'aller chercher en haut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rien en fait pour aller chercher en haut parce qu'on est toujours dans des dynamiques de flux. Et puis tant qu'on est baissier sur des para-range, d'ailleurs vous voyez bien ici qu'on est bien en logarithmique et vous avez ce sont en fait des droites, mais des courbes parce que c'est logarithmique. Donc c'est plutôt propre. Donc est-ce qu'on va chercher en bas? Grosse news catalysante. Est-ce qu'on va chercher en haut? Bah complètement possible puisque on fait à peu près la même chose à chaque fois, quoi. Est-ce que vous avez réellement une chance sur deux là? Bah en fait, je préfère acheter sur des supports de para-range plutôt que de vendre sur des supports. Ici, je suis plutôt vendeur. Et je vous le dis franchement, ici, si on est un petit peu dans une distribution de wake-off, vous avez bien ici la R, le ST, et ici, vous aurez potentiellement l'UTAD. Juste là, ça peut être complètement valide. Pour aller chercher peut-être beaucoup plus bas. Je ne suis pas du tout
en contre ça. Voilà, je trouvais ça intéressant et je trouve ce travail plutôt pertinent. En fait, j'adore regarder la mémoire du passé. Et on a cette mémoire du passé, à quel point c'est quand même d'ailleurs relativement fou de le faire parce que jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'on n'a jamais réussi sur d'autres actifs sur 10 ans de faire des trucs aussi dingues d'un point de vue cyclique. On est dans une nouvelle forme de programmation, j'ai l'impression. Moi, ça me surprend. C'est d'ailleurs peut-être ce truc-là qui me fait ce petit grain de folie et de passion. Parce que, honnêtement, j'ai bien l'impression qu'il nous mène par le bout du nez, alors qu'on a cette impression de pouvoir le dompter. On reste là-dessus, on se retrouve à midi avec les académiciens.